Ouais, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre webinaire Planifier vos activités astronomiques de l'été. Bienvenue à tous ceux qui sont directs avec moi présentement. Si vous avez des questions, là, ceux qui sont en direct, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage, dans le chat. Ça me fera plaisir de les prendre. Peut-être même à la fin, on pourra ouvrir les caméras. Là. Je suis en mode webinaire, mais je peux peut-être vous amener comme panéliste si vous voulez ouvrir vos caméras et poser des questions. Pour ceux qui écoutent l'enregistrement, bien, bienvenue aussi. Hein, nos webinaires sont toujours enregistrés parce qu'on sait que c'est difficile des fois de rejoindre des éducateurs, là, des animateurs à un moment précis. Donc, pour ceux qui sont nouveaux à la découverte de l'univers, moi, je suis Julie Bolduc-Duval, je suis la directrice du programme. Et c'est moi qui vais vous parler ce soir, justement, là, pour vous donner des idées pour l'été. Là, comme vous voyez, dans le fond, vous pouvez accéder à la présentation pour ceux qui sont en direct avec moi. Je vous mets le lien dans le clavardage. Justement, ça voudrait vous donner accès aux documents. C'est sur Google Slides, hein, et vous pouvez les télécharger soit en PowerPoint ou en PDF aussi, si vous voulez. Il y a beaucoup, beaucoup de liens que j'ai mis dans la présentation, justement pour, si vous voulez pousser plus loin à certains moments. Là, donc, je vous partage ça et vous aurez accès à tout ça par la suite. Donc, oui, alors, à la découverte de l'univers, hein, on est qui? On fait quoi? Si vous êtes nouveau, bien, on est un programme éducatif en astronomie. Donc, notre but, c'est, en bout de ligne, d'aider l'éducation, l'éducation scientifique et à élever la culture scientifique de tout le monde, mais notre rôle, plus précisément, c'est d'aider les enseignants et les animateurs, les éducateurs, tous ceux qui ont un rôle à jouer, souvent avec des groupes de jeunes. Mais on est là pour vous aider à connaître l'astronomie, à connaître l'univers. Donc, notre site web, si vous ne connaissez pas, si vous avez eu l'enregistrement ou peu importe, le voilà. Et tout ce qu'on fait, c'est aussi bilingue. On le fait en anglais et en français. Donc, c'est un programme pan-canadien qui existe depuis 10 ans et depuis 5-6 ans déjà, ça a été adopté par l'Université à Toronto, l'Université de Toronto, l'Institut Dunlap à l'Université de Toronto, ce qui fait que moi, je vous parle de chez moi au Québec, à Thetford Mines, mais je collabore en fait avec des astrophysiciens partout au Canada aussi pour vous offrir ce programme-là. On est aussi sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, donc vous pouvez nous suivre là si vous voulez. Et je tiens à vous mentionner notre dernier article de blog. Si vous allez dans la section nouvelles, je vais juste revenir en arrière là, sur notre site web. Si vous allez sur nouvelles, c'est là qu'on a notre blog. Et j'ai mis un article de blog sur le trou noir au centre de notre galaxie. Vous avez peut-être vu passer ça dernièrement, la nouvelle image. La nouvelle image d'un trou noir est la première image du trou noir au centre de notre galaxie. Donc, si vous voulez comprendre un peu plus c'est quoi ça, bien, vous pouvez aller voir notre article de blog. Et on a aussi, j'avais fait une vidéo, la dame que vous voyez à droite, dans le fond, c'est une professeure à l'Université de Montréal, Julie Lavachek-Larondeau, qui est une spécialiste des trous noirs. Et je l'ai interviewée, dans le fond. Elle a répondu à quelques questions là, pour expliquer aux élèves, dans le fond, aux jeunes, c'est un peu c'est quoi cette découverte-là et comment ça va changer sa recherche. Donc, vous pouvez le regarder, vous, pour vous informer, mais évidemment, n'hésitez pas à le montrer à des groupes si vous voulez. Le webinaire d'aujourd'hui, par contre, est moins scolaire. Hein? C'est vraiment beaucoup plus pour ceux qui ont des groupes peut-être parascolaires durant l'été, en fait, en dehors de l'école. Donc, j'ai planifié ce webinaire-là en ayant en tête, par exemple, les groupes de scouts, de guides, les camps d'été, les camps de jour, beaucoup. Hein? Si vous voulez faire des activités astronomiques avec les jeunes, bien, voici quelques idées là, pour rendre ça crédible scientifiquement pour que la science soit correcte, mais de façon très amusante aussi. Donc, je vous donne plein d'idées d'activités, mais aussi du contenu astronomique pour tout ça. Alors, comment j'ai séparé ma présentation? Bien, en trois parties, en fait, je vous parle d'observer, de bouger puis de bricoler. C'est un peu les trois thèmes principaux de ma présentation là, qui va durer peut-être 45 minutes. Par la suite, si vous avez des questions, bien, gênez-vous pas. Et si, attendez un petit peu, là, juste m'assurer, oui, tout est beau. Voilà, donc encore une fois, là, ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à me poser des questions. Ceux qui écoutaient l'enregistrement, n'hésitez pas à me contacter aussi par la suite. Ça me fait toujours plaisir, si vous avez des questions, d'y répondre. Donc, on commence par observer. C'est sûr que l'astronomie, hein, c'est une science d'observation. On observe le ciel, mais maintenant, on est assez déconnecté du ciel. Hein, même la plupart des gens habitent en ville, donc le ciel n'est plus aussi beau qu'il était, malgré qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut voir en ville. Et juste de prendre le temps de lever les yeux, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Là, évidemment, peut-être vous dire, ouais, mais moi, je vois juste mes jeunes de jour, je ne fais rien de soir. Je vais vous donner des idées, des choses qu'on peut faire à l'extérieur de jour aussi, parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut observer de jour dans le ciel, la Lune en particulier. Là. Mais moi, je tiens beaucoup à cet aspect-là
parce que justement, ça nous permet de se reconnecter avec le ciel, avec notre place dans l'univers et notre environnement. Dans le fond, quand on passe du temps à l'extérieur, justement, tout le déficit nature, là, les jeunes qui vont moins à l'extérieur, mais si on lève les yeux au ciel, c'est sûr qu'on va prêter attention à la météo, on va regarder qu'est-ce qu'il y a autour, ça nous permet vraiment de prendre un moment pour prêter attention à ce qu'il y a autour de nous. Si vous travaillez dans des parcs ou des camps d'été, justement, les jeunes sont plus dans la nature, bien, il y a plein de belles connexions qu'on peut faire entre l'astronomie, disons, de lever les yeux et ce qui se passe autour dans l'environnement. Et ça, c'est beaucoup moins. Ben, moi, c'est un style d'enseignement que j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup moins en silo et beaucoup plus interconnecté. Et c'est comme ça que la vie se passe. En fait, tout ça est interconnecté. La nature autour de nous réagit au changement, par exemple, des saisons. Mais les saisons, c'est un phénomène astronomique. Donc, on peut tout amener ça ensemble puis faire parfois des programmes qui sont très intéressants. Je vous montre une petite vidéo que j'aime beaucoup, que vous pourrez retrouver le lien aussi là, dans les notes de diapositives si vous voulez le regarder. En fait, c'est une vidéo qui a été créée par un groupe qui s'appelle les Astronomes pour la planète Terre, dans le fond, Astronomers for Planet Earth. C'est un groupe international. Et ils avaient fait la vidéo en anglais et je l'ai tellement aimé que j'ai travaillé avec eux pour faire la version française. Ça a été un peu un défi parce qu'en français, tout est plus long, donc il fallait rentrer ça là, dans la vidéo qui était déjà éditée et qui ne peut pas changer. Mais je vous la montre parce que moi, ça me parle énormément de comment nous reconnecter justement à la nature et comment l'astronomie peut avoir un rôle à jouer avec tout ça. Donc, je me tais et je laisse la vidéo aller. L'humanité a toujours eu une relation particulière avec les étoiles. Les êtres humains sont doués pour reconnaître et imaginer des formes dans le ciel nocturne, ce qui nous a aidés pour la navigation et prévoir les changements de saison, en plus d'inspirer nos histoires et nos mythes sur la création. Partout dans le monde, différents peuples ont regardé le ciel nocturne et se sont servis des étoiles pour se raconter des histoires à propos de qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici, ainsi que pour simplement nous divertir. Ces histoires ont toutes contribué à développer des cultures uniques. Tout au long de l'histoire, divers peuples nomades utilisaient les étoiles pour se guider à travers des territoires variés, et lorsque les êtres humains ont pris la mer, les étoiles sont devenues encore plus importantes pour la navigation. D'une manière ou d'une autre, le ciel étoilé a toujours fait partie du cycle de 24 heures de chaque être humain. Puis, au 20e siècle, la relation de l'humanité à l'égard du ciel nocturne a commencé à changer. Alors que la révolution industrielle battait son plein, la pollution lumineuse engendrée par les villes du monde entier a progressivement voilé notre vue des étoiles. Les êtres humains ont commencé à se fier davantage à la technologie pour les aider à naviguer le monde, ainsi que pour se raconter des histoires et se divertir. Beaucoup ont perdu leur lien avec le ciel nocturne et, par conséquent, une part importante de leur connexion au monde naturel. Avec cette perte de connexion est venue la destruction de l'environnement à une échelle sans précédent. À tel point que les êtres humains ont commencé à affecter et à changer l'atmosphère dans laquelle nous vivons et respirons, ce mince voile délicat nous protégeant de l'environnement hostile de l'espace. Maintenant que nous utilisons notre technologie avancée pour voir les étoiles ainsi que les autres planètes du système solaire et au-delà, que peuvent nous apprendre ces nouvelles connaissances à propos de l'impact que nous avons sur notre propre planète? Que peut nous apprendre l'effet de serre incontrôlé de Vénus à propos de l'effet de serre sur la Terre? Que peut nous apprendre la perte d'habitabilité de Mars sur le maintien de l'habitabilité de la Terre? Que peut nous apprendre notre connexion biologique, chimique et atomique aux étoiles sur l'univers et nous-mêmes? Pouvons-nous renouer et réparer notre relation non seulement avec les étoiles, mais aussi avec le monde naturel?
Alors, voilà, je vous aurai le lien vers la vidéo si vous voulez la regarder à nouveau ou si vous voulez la partager aussi. Moi, elle me parle beaucoup. Bref, fait que je voulais vous la montrer. Oups. OK. Donc, si on parle de se reconnecter au ciel, justement, d'observer souvent, c'est sûr que ça implique un peu d'apprendre le ciel. Si on parle du ciel nocturne ici, je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des jeunes avec eux de soir. Là, je vais parler un petit peu du ciel nocturne parce que je pense que ça peut être pertinent de l'apprendre un peu plus, d'être plus familier avec le ciel, même si vous n'avez jamais vos groupes de jeunes avec vous de soir. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez quand même connaître plus le ciel, vous pouvez leur en parler, puis je vous montre des beaux outils justement pour parler du ciel. Donc, pour apprendre le ciel, c'est sûr que le truc principal, c'est d'observer régulièrement. Mais bon, sachant que la vie est occupée et qu'on n'a pas toujours le temps d'observer souvent, je vous montre des outils aussi qui peuvent accélérer un petit peu le processus. Et c'est sûr aussi qu'observer régulièrement, en fait, ça dépend de la météo et le ciel change. Hein. Pourquoi j'ai dit régulièrement, c'est qu'il y a des cycles dans le ciel. Donc, ce qu'on observe en été, ce n'est pas la même chose qu'on voit en hiver. Et au cours de la nuit, ça change aussi. Mais donc, oups, excusez, voyons. Donc, il y a des beaux outils qu'on peut utiliser pour apprendre le ciel, puis pour faire des beaux outils pour les jeunes aussi, pour qu'ils puissent se familiariser avec ces outils-là, apprendre le ciel. Donc, il y a la version pas technologie, qui est le cherche-étoiles, donc je vous montre ça dans une minute, et il y a aussi des programmes ou des applications mobiles qui simulent des planétariums qui sont super utiles. Donc, je vous parle rapidement du cherche-étoiles. OK, c'est bon. Donc, on a un module sur notre site web, dans le fond, dans la section ressources, qui s'appelle Lever les yeux vers le ciel. C'est des activités, comme vous voyez sur l'image, ça dit guide d'activités pour enseignants, mais c'est sûr que vous pouvez adapter ça pour des groupes là, à l'extérieur de l'école aussi. Et comment j'avais misé ces activités-là, c'était vraiment pour reconnecter un peu les jeunes avec le ciel, justement. Donc, des activités assez simples, plusieurs de jours. Et le cherche-étoile, en fait, c'est un outil un peu comme ça ici. Je vous le montre rapidement. C'est que dans le fond, oups, il y a du tape en arrière, ça a tout collé. J'ai juste de remarquer. Bon, c'est pas très pratique parce que c'est tout collé, mon affaire. Mais en gros, la roue ici peut bouger. Donc, on ajuste la date et l'heure au moment auquel on veut observer. Et à ce moment-là, ici, dans la fenêtre, vous voyez vraiment le ciel tel qu'il serait à cette heure-là. Donc, en réalité, c'est deux morceaux. J'ai juste remarqué que moi, que le tape a bougé, puis là, ça tient vraiment serré. C'est pas supposé être comme ça. C'est une version vraiment, justement, pas technologique. Là. Maintenant, les applications qui peuvent faire la même chose. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points positifs à avoir ça. C'est que, premièrement, vous pouvez imprimer les feuilles directement de notre guide, faire que les jeunes le découpent et fassent une activité. Il y a des feuilles, il y a une feuille d'activité si vous voulez la faire. Mais en gros, c'est que ça permet aux jeunes de s'approprier l'outil Cherche-étoiles et de comprendre un peu qu'est-ce qui peut être visible dans le ciel. Des Cherche-étoiles, en fait, ça, c'est la version papier, mais il y a des versions plastifiées qui se vendent dans toutes les librairies, dans le fond. Et même principe, là, on peut ajuster la date et l'heure, on aligne pour que la partie qui est dans l'ovale visible, dans le fond, ça représente le ciel. C'est sûr que sous le vrai ciel, c'est quand même un petit peu un défi. Il faut savoir un peu que ça, dans le fond, la partie ovale, c'est comme si j'étais couché sur le dos et que je vois tout ça. Donc, vraiment, le guide d'utilisation, une fois que tu es rendu sous le vrai ciel, je vous laisse aller voir la vidéo d'introduction ici que j'ai faite il y a quelques années qui l'explique un peu comment l'utiliser sur le vrai ciel. Mais faire l'activité même, ça peut être intéressant là, parce qu'évidemment, on peut voir un peu les constellations, on peut voir comment ça change d'une nuit à l'autre ou au cours de la nuit, tout simplement en faisant tourner là, les parties du cherche-étoile. Donc, même si maintenant, les applications, les logiciels qui sont géniaux, je vous montre ça dans une minute, je trouve qu'il y a toujours la version papier a toujours une raison d'être, en particulier avec des groupes, ça peut être une belle activité à faire avec eux. Donc, tout ça, ça va être des liens ici là, dans les diapositives. Ce que je vais vous montrer plus, par contre, c'est Stellarium. En fait, il y a plusieurs logiciels planétarium. Moi, j'adore Stellarium parce que c'est un programme planétarium gratuit qui est extrêmement utile. Il y a différentes versions. Il y a la version téléchargeable qui, elle, est disponible en français. Mais là, il faut vraiment une installation sur votre ordinateur. Ça vaut la peine de le faire, vous allez l'utiliser souvent. Mais il y a une version web qui est très pratique parce qu'elle est directement du navigateur. C'est ça que je vais vous montrer rapidement pour les prochaines minutes. Et il y a l'application mobile
Si je me souviens bien, Stellarium coûte que quelques dollars. Peut-être maintenant, ils ont une version gratuite, mais il faut payer pour avoir des versions plus avancées. Probablement que la version, si vous commencez la version de base, est très bonne. Mais il y a aussi d'autres applications. S'il y en a d'entre vous qui utilisez les applications Planétarium, n'hésitez pas à les partager dans le clavardage. Il y a Star Walk 2, Sky Safari. Et si vous fouillez pour ça, là, ça fait longtemps, là, je dois avouer que j'ai fouillé un petit peu, mais Sky Safari, si je me souviens bien, il y a des versions là, gratuites, des versions à plusieurs dollars. Si vous commencez, prenez la version gratuite. Là. Les versions plus avancées peuvent contrôler un télescope et ont des millions des bases de données avec des millions d'objets. Vous n'avez pas besoin de ça quand vous commencez. Mais je vous montre un petit peu Stellarium Web. Vous devriez me suivre dans Stellarium Web, justement, là, simplement dans l'autre onglet. Donc, quand on arrive sur le site Web, dans le fond, premièrement, c'est plus facile, je trouve, de cliquer ici sur le menu pour maximiser notre fenêtre. Et en général, attendez un petit peu, là, si je reviens, je reviens ici, real time, dans le fond, si je reviens au moment présent. Puis là, en général, quand on l'ouvre aussi, c'est comme ça. J'ai joué avec tantôt. Là, ce qu'il faut vous assurer, c'est que ça prend vraiment où vous êtes situé. Donc, étrangement, là, moi, j'habite à Thetford Mines. Ça ne dit pas la ville de Thetford Mines, ça me dit que je suis près de la route Saint-Désiré. Mais en gros, assurez-vous ici, si vous avez permis à votre navigateur de prendre votre emplacement, il devrait l'utiliser. Sinon, bien, vous pouvez zoomer sur la carte et cliquer, en fait, déplacer le curseur pour lui dire où vous êtes. Mais assurez-vous que c'est au bon endroit parce que le ciel va varier d'un endroit à l'autre. C'est sûr qu'entre, disons, Thetford Mines, la ville de Québec, la ville de Montréal, les changements vont être mineurs. Ce n'est pas catastrophique. Mais il ne faudrait pas que j'aille le ciel du Mexique. Par contre, ça serait assez différent. Et ça, c'est le ciel présentement à l'extérieur. Donc, là, je regarde le sud, je peux retourner vers l'est, le nord. Le paysage est un paysage par défaut, même en hiver, c'est ça dans Stellarium Web. On voit que la Lune est ici. Il y a un quartier de Lune ce soir. Je peux zoomer sur l'objet. Bon, là, on est encore dans le jour, donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. En fait, ce que je vais faire, c'est... Oups, j'ai fait trop un zoom out. C'est justement, je peux changer l'heure et je peux tout simplement déplacer ça pour arriver à la noirceur. En fait, c'est intéressant de le voir se déplacer. Vous voyez comment tout se déplace vers l'ouest. Alors, ben là, je suis rendue à... C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, il est proche du solstice. Hein? Le soleil se couche très tard. Donc là, je suis quand même à 7 heures, mais vous voyez, justement, j'ai la Lune ici. Vous voyez les satellites qui passent à côté aussi. Il y a beaucoup de satellites maintenant. Ils les ont mis dans Stellarium. Donc, vous voyez justement le beau quartier de Lune aujourd'hui. Et évidemment, bien, vous pouvez mettre aussi, faire afficher les étoiles. Excusez pas les étoiles, les constellations. Là, les noms sont en anglais, mais on peut voir les formes des constellations. Si vous voulez voir les dessins à l'origine de ça, et voilà. Donc, si vous demandez la grande ours, hein, souvent on parle de la grande ours. Peut-être que vous reconnaissez la casserole ici, mais voici l'ours. Oh, quand on parle de satellites, là, voici une traînée de satellites. Donc, ce soir, à 22h40, il y a une traînée de satellites, ça doit être des satellites Starlink. Oui, c'est ça. Les nouveaux satellites, là, il y en a vraiment beaucoup maintenant. Puis là, on voit la lignée là, qui sont toutes un après l'autre dans le ciel. Ça, malheureusement, ça rend les images astronomiques maintenant, c'est un défi là, vraiment pour les astronomes. En fait, c'est un problème. Mais bon, oui, c'est ça. Donc, la casserole ici, avec l'ours, vraiment. Là, vous voyez, là, il est où l'ours? Ça, c'est les constellations de la mythologie gréco-romaine. Dans la version téléchargeable de Stellarium, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut mettre les constellations des autres cultures. Parce que dans le fond, c'est tous des dessins inventés dans le ciel. Donc, il n'y en a pas nécessairement qui sont meilleurs que d'autres. Par l'histoire, dans le fond, c'est arrivé que maintenant, l'Union astronomique internationale utilise des constellations basées sur la mythologie gréco-romaine comme étant la référence, mais toutes les autres cultures plusieurs autres cultures ont leurs propres constellations qui sont aussi valides puisque c'est juste des dessins inventés. Moi, ça peut être intéressant d'aller voir les constellations de d'autres peuples. Je vais enlever les dessins pour là et je vais revenir un petit peu. Je vais vous montrer rapidement quelques étoiles et constellations intéressantes cet été, voir si vous êtes avec des groupes de soir, par exemple, il y a des choses intéressantes qu'on pourrait observer. Sauf que là, il faut attendre tellement tard que je vais tricher un petit peu, je vais aller au mois d'août. Parce qu'au mois d'août, l'avantage, c'est qu'il fait noir beaucoup plus tôt. Et là, on peut observer quand même plutôt en soirée. Là, je vais l'amener à 21h. Parce qu'avec des groupes de jeunes, des fois, c'est un petit peu un défi. Malgré que là, même à 21h, je n'ai pas tout ici. Alors, je vais aller, disons, 21h30. C'est quand même plus tard dans l'été.
Mais même pour vous, là, pour vous renseigner un petit peu les principales étoiles et constellations, j'ai fait une liste dans le PowerPoint dans les diapositives, mais je vous présente un petit peu là, différentes choses dans le ciel. Là. Donc, rapidement, je vous fais une tournée du ciel en quelques minutes. Si on part de la Grande Ourse, hein, alors la Grande Ourse, cet été, dans le fond, on la voit justement au nord-ouest. Hein. En utilisant la Grande Ourse, on peut trouver d'autres étoiles. Si je prends les 2 étoiles ici et que je fais une ligne entre les deux et que je vais vers le haut de la casserole, là, dans le fond, elle est sur le côté, mais disons que j'imagine vers le haut de la casserole, je vais trouver l'étoile polaire, Polaris. Hein. Alors, ça veut dire que là, je regarde vers le nord. Polaris est toujours au nord. Ça adonne, dans le fond, qu'elle est alignée avec l'axe de rotation de la Terre, très loin au-dessus du pôle nord de la Terre. Donc, c'est une belle référence là, si on veut s'orienter. Donc, encore une fois, là, je peux imaginer des groupes de scouts, de guides. C'est comme quelque chose d'intéressant à l'extérieur de pouvoir retrouver l'étoile polaire. Hein. Et l'étoile polaire fait partie de la petite ours, bon, qui ressemble un peu à la louche qui tombe vers la casserole, on pourrait dire comme ça. Et ici, on a Cassiope, qui est un W dans le ciel, qui est aussi assez facile à retrouver. Comme de l'autre côté, là, si on prend la manche de la Grande Ourse, on a l'étoile polaire, bien, c'est de l'autre côté. Je ne vous montrerai pas toutes les constellations. Je vais juste vous montrer les principales parce qu'à un moment donné, si on veut toutes les apprendre, mais ça devient trop. Il y en a quand même quelques-unes qui sont beaucoup plus faciles que les autres à trouver. Donc, dans cette région-ci du ciel, là, je ne vous recommande pas de commencer par Céphée, mais la Grande Ourse, l'étoile polaire. La Petite Ourse est un défi même. Là, il y a quand même quelques étoiles assez peu brillantes ici. Puis Cassiope, en général, se voit assez bien. Si on prend encore la Grande Ourse, hein, cette fois-ci, je prends le manche qui forme un arc et vous suivez l'arc vers l'étoile Arcturus. Vous voyez le lien, hein? Arc vers Arcturus. Celle-là est très brillante, elle est facile à repérer dans le ciel. Puis justement, avec le truc de la Grande Ourse, c'est assez facile d'avoir aussi. Donc, Arcturus fait partie du Bouvier. Moi, le Bouvier, je trouve qu'il ressemble un peu à un cerf-volant ou un cornet de crème glacée. D'ailleurs, là, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire, mais il faut un ciel noir là, pour les voir. Là. Si vous voyez le Bouvier qui ressemble à une crème glacée, à côté, il y a la couronne boréale. En fait, la couronne boréale ressemble au sourire de l'enfant qui mange le cornet de crème glacée. Donc, ça peut être un truc là, si vous êtes sous un ciel très noir. Et si on reprend la Grande Ourse, là, puis qu'on revient ici vers Arcturus et qu'on continue, bien, on retrouve l'étoile Spica dans la Vierge. La constellation de la Vierge n'est pas très évidente, mais Spica est quand même assez évidente. Là, encore une fois, j'ai le ciel un peu plus tard cet été là, pour vous montrer plus de choses dans le ciel. Présentement, c'est un peu, on ne voit pas. En fait, ces étoiles-là sont un peu plus hautes dans le ciel. Si on vient vers le sud, je vais vous montrer, bien, en fait, je vais vous montrer ça tout de suite ici. Là, encore une fois, j'étais au début du mois d'août, mais il y a la constellation du Scorpion ici et le Sagittaire. Le Sagittaire ressemble à une théière. Là. Si vous regardez juste cette partie-là ici, on dirait un peu une théière. Ça, c'est des constellations qui sont vraiment assez basses à l'horizon pour le Canada. D'ailleurs, si vous êtes plus dans le nord du Canada, bien, en fait, vous ne les verrez pas de toute façon parce qu'en été, il ne fait pas très noir. Mais c'est une belle région du ciel. D'ailleurs, c'est là qu'est le centre de notre galaxie. Donc, l'image là, du trou noir qu'on a vu récemment dans les médias que je vous ai parlé là, au tout début, bien, dans le fond, le trou noir se retrouve environ dans cette direction-là, ici où je pointe mon curseur, mais 27 000 années-lumière plus loin. Donc, ça peut être intéressant de faire le lien. Vous êtes capable d'identifier cette partie-là du ciel. Le Scorpion est quand même assez beau ici, puis il y a l'étoile brillante Antares. Oups, j'ai cliqué juste à côté. Antares qui est là, qui est une étoile rouge, elle paraît rouge un petit peu à l'œil, c'est le cœur du Scorpion. Et je vais vous montrer le triangle d'été. Le triangle d'été, c'est regardez un autre satellite encore, 3 étoiles brillantes ici, Vega, Deneb et Altaïr. Et les 3 ensemble forment ce qu'on appelle le triangle d'été. Donc, c'est visible tout l'été. C'est les 3 étoiles principales qu'on voit dans le ciel. Présentement, au début de l'été, ils sont vraiment plus encore à l'est, hein, en début de soirée. Mais chacune fait partie d'une autre constellation. Donc, Deneb fait partie du Cygne, Vega de la Lyre et Altaïr de Aquila. En fond, c'est l'aigle. Mais les 3 ensemble, on appelle ça le triangle d'été. Donc, c'est un peu un défi de les retrouver dans le ciel, mais en fait, dans le milieu de l'été, quand on lève les yeux, c'est comme les premières qui vont apparaître après le coucher du soleil. Et en fait, c'est ça. Là, après ça, on vient avec les constellations comme Pégase, on va plus savoir à l'automne. Si je reviens aujourd'hui pour vous montrer un peu le ciel ce soir, disons vers 10h30, mais regardez, le triangle d'été est beaucoup plus bas à l'est. On ne voit pas encore. Le Scorpion, en fait, Antares, c'est là. On ne voit pas encore le Sagittaire. Et Spica
et Arcturus, là, c'est plus haut dans le ciel avec la grande ours. Là, suivez l'arc jusqu'à Arcturus et continuez jusqu'à Spica. Je vous ai fait, en fait, une tournée très rapide du ciel. Moi, vous allez avoir l'enregistrement si vous voulez revenir pour revoir des choses, mais je tenais à vous montrer les constellations, les étoiles principales, parce que quand on commence avec un cherche-étoiles, ça peut être un peu gros parce que tout est là. Alors que dans un ciel semi-noir, par exemple, il va y avoir beaucoup moins d'étoiles, de constellations. Mais là, des fois, ça peut être comme par quoi qu'on commence. Hein. Donc, j'ai fait la tournée, puis j'ai la liste là, dans mon PowerPoint, dans mes diapositives pour montrer un peu peut-être celle. Si vous voulez apprendre des constellations, miser sur celle-là pour l'été, ça va vous donner déjà une très bonne base. Si vous avez des questions avant que je quitte Stellarium, allez-y. Mais en fait, je vais garder ma fenêtre ouverte. Mais allez-y, j'ai encore Stellarium là si vous avez des questions. Je vais juste vous montrer, justement, j'ai mis la liste d'étoiles et constellations d'été. Donc, les étoiles Vega, Deneb et Altaïr, chacune dans leur constellation, mais qui font partie du triangle d'été. Arcturus dans le Bouvier, ben, j'ai mis, il faut suivre l'arc de la Grande Ourse. Spica dans la Vierge, ben, il faut continuer l'arc après Arcturus. L'étoile polaire, il faut suivre les pointeurs de la Grande Ourse. Antares dans le Scorpion, là, qui est basse à l'horizon sud. Et ensuite, c'est vrai, je ne vous ai pas montré le Dauphin, je vais y revenir. Cassiopée, je vais le montrer, la Grande Ourse, le Sagittaire. Deux choses que je viens de voir, j'ai écrit ici, je voulais vous dire. Circumpolaire, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est ces constellations-là ne sont pas juste visibles en été, elles sont visibles toute l'année. Donc, la Grande Ourse, c'est une belle constellation à retrouver au départ. Premièrement, la plupart des gens se regardent la reconnaître. La casserole dans le ciel, elle se retrouve assez bien, même en ville. Et elle est visible toutes les nuits de l'année parce qu'elle est assez proche de l'étoile polaire, dans le fond, qui fait qu'elle va être visible toute l'année. Donc, c'est quand même un des points intéressants là, pour les reconnaître. On peut les trouver en hiver aussi. Puis je reviens juste ici pour vous montrer le dauphin. C'est vrai, le dauphin, moi, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas montré. Si je reviens avec mon triangle d'été, juste ici, en dessous, cette petite chose-là, c'est le dauphin. C'est comme un losange avec une queue. Finalement, c'est ça, le dauphin. Mais juste en dessous là, du triangle d'été, on peut le retrouver là, encore bas à l'horizon. Il va être plus haut cet été. Et là, regardez, quand on parle que les astronomes sont un peu débordés justement par la quantité de satellites qu'il y a dans le ciel, là, ça rend la recherche beaucoup plus difficile. Mais là, on le voit là, vraiment dans les logiciels comme Stellarium. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup plus de satellites qu'il y en avait juste il y a quelques années. Toutes les entreprises privées qui en envoient. Tous les petits points que vous voyez ici, là, c'est les points qui se déplacent, là, c'est ça, c'est des satellites. C'est assez impressionnant. Alors, je vais continuer. Encore une fois, hein, je vous présente le ciel d'été rapidement, une introduction très rapide. Même si vous n'avez pas des groupes qui sont là l'été de soir avec vous, c'est quand même intéressant de connaître un peu le ciel. D'ailleurs, Stellarium, c'est un super beau programme. Si vous faites un camp de jour, vous avez accès des fois à des ordinateurs. Ben, c'est un beau logiciel là, pour les envoyer, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur ça. Mais là, retournons, disons, avec des groupes. On n'a pas d'ordinateur, on veut les amener dehors parce que c'est l'été, justement, on veut les faire bouger dehors. Qu'est-ce qu'on peut faire en astronomie de jour dehors? Bien, il y a des activités, et encore une fois, dans notre ressource, lever les yeux vers le ciel, on a une activité qui s'appelle la lune de jour. La lune est visible de jour, en fait, aussi souvent qu'elle est là la nuit. C'est juste que, bon, peut-être pas tout à fait, parce que quand c'est la nouvelle lune, on ne la voit pas. Puis c'est souvent des phases assez minces qu'on fait qu'on la remarque moins. Mais j'ai déjà enseigné au cégep, puis les jeunes, des fois, étaient surpris de savoir qu'on peut voir la lune de jour parce qu'ils n'ont jamais prêté attention. Et partout dans notre culture, dans le fond, on associe la lune à la nuit, alors qu'elle peut être là de jour. Et quand vous avez une lune dehors de jour, vous pouvez sortir avec une balle, comme on voit ici le petit garçon. Les balles qui fonctionnent le mieux pour ça, c'est des petites balles de styromousse qu'on retrouve dans le matériel de bricolage, dans le fond, dans le magasin à 1 $. Il y en a différentes grosseurs. Et si vous tenez votre balle sous la vraie lune dans le ciel, vous allez voir la phase sur votre balle. Ces balles-là fonctionnent très bien parce qu'elles sont mates, justement, elles ne sont pas là, brillantes. Alors, vous allez voir, évidemment, ça va être éclairé partout, il faut le soleil en même temps, ça va être de jour, mais vous allez voir que votre balle va être éclairée de la même façon que la lune dans le ciel. La lune dans le ciel est là au complet, mais on en voit juste une partie éclairée à cause de l'alignement de Terre-Lune-Soleil cette journée-là. Et là, vous allez voir la même phase sur votre balle. Et ça, moi, quand je l'ai fait avec des élèves, encore une fois, du cégep, il y en a plusieurs qui ont fait comme « Ah! » Là, ils comprenaient, dans le fond, que la Lune, c'est toujours une sphère.
Mais pourquoi que des fois, on en voit juste une partie? Ça dépend vraiment de l'éclairage. Dans le fond, si vous imaginez la Lune dans l'espace, il y a toujours la moitié de la Lune qui est éclairée. Comme la Terre, il y a toujours la moitié qui est éclairée. C'est là que c'est le jour, puis il y a le côté jour, dans le fond, puis il y a le côté nuit. Même chose sur la Lune. Donc, il y a le côté jour sur la Lune, puis il y a le côté nuit. Mais nous, on ne voit pas nécessairement le côté nuit. Puis, de la façon que la Terre est placée, des fois, on voit toute la partie éclairée, donc c'est une pleine Lune. Mais des fois, on voit un croissant de Lune, parce qu'on voit juste une partie de sa demi-éclairée. Mais ça, c'est une activité super simple à faire dehors, qui peut être assez révélateur. Ça peut être le fun d'observer la Lune de jour aussi. Et là, peut-être que vous vous dites, bien, comment je fais pour savoir quand la Lune est là dehors, dans le ciel? Il y a des phases intéressantes, justement. Il y a des croissants aussi. Là, j'ai pris 2 phases spécifiques des quartiers, parce que ça se fait bien quand c'est des quartiers, mais c'est sûr que ça, quelques jours avant, quelques jours après, ça marche aussi. Là, vous allez avoir soit une lune un peu plus petite ou un peu plus grosse. Donc, le premier quartier de lune qui est visible en après-midi et en début de soirée, bien, dans le fond, c'est ça aujourd'hui. Dans un mois, environ le 7 juillet, en fait, dans un mois exactement le 7 juillet, puis ensuite, ça, c'est 30 jours après. Donc, on se retrouve le 5 août, puis ensuite le 3 septembre. Donc, ça, c'est des moments où vous savez que la lune va être visible en après-midi ou en début de soirée, tout dépendant, c'est quand vous avez les groupes avec vous. Si à l'inverse, vous voulez le faire le matin, bien, essayez de miser sur un dernier quartier de lune qui va être visible le matin à ce moment-là, donc le 21 juin, 20 juillet, 19 août, 17 septembre, ainsi de suite. Là, je l'ai fait plus pour les 4 prochains mois, mais ça fonctionne n'importe quand. Après ça, pour voir les phases de la lune aujourd'hui, Internet, très rapide, vous pouvez trouver ça, ou des calendriers, souvent, ça va le dire aussi. Mais le premier quartier de lune, c'est visible en après-midi, en début de soirée, alors que le dernier quartier de lune, c'est visible le matin, mais aussi de nuit. Bref, pour savoir quand observer la lune, j'aime beaucoup ce tableau qui vient c'est un petit guide d'observation lunaire, j'ai oublié de l'amener à côté de moi, qui a été développé par les associations d'astronomes amateurs. Mais par exemple, la pleine lune va se lever au coucher du soleil. Donc, elle se lève toujours au coucher du soleil. Donc, elle va être à l'est dans le ciel en soirée, à son plus haut dans le ciel à minuit. Elle va se coucher, elle va être à l'ouest après minuit, puis elle va se coucher au lever du soleil. Donc, la pleine lune est vraiment opposée au soleil, puis elle éclaire beaucoup, elle est vraiment visible de nuit. Mais le premier quartier, comme vous voyez, va se lever à midi. Elle va être visible à l'est en après-midi, à son plus haut dans le ciel au coucher du soleil, puis ensuite à l'ouest en soirée et va se coucher à minuit. Donc, tout dépendant de la phase, la lune, elle n'est pas visible au même moment dans le jour. Donc, je trouve que c'est un tableau qui permet de résumer quand même assez bien. Si vous voulez planifier une activité avec la lune puis vous demandez si ça va être dans le ciel ou pas, ou une autre façon, c'est d'aller dans le stellarium, de revenir à la date aujourd'hui comme présentement. J'enlève les dessins, là. Justement, du côté sud, c'est ça, ma lune est là, présentement encore dans le ciel, là, à 19h35, heure de l'Est. J'ai ma lune qui est ici, mon quartier de lune. Donc, vous pouvez toujours aller dans le stellarium aussi pour voir si la lune est visible cette journée-là ou pas aux heures que vous voulez faire vos activités. Donc, les phases de la lune, je viens de vous l'expliquer rapidement. Je ne dirai pas tout en détail, mais je vous ai donné des liens ici. J'avais créé une vidéo d'explication pour un atelier plus long il y a quelques années, une présentation PowerPoint qui allait avec ça, une activité aussi. Dans le fond, là, je vous ai parlé d'amener votre petite balle à l'extérieur sous le vrai soleil et sous la vraie lune, mais vous pourriez le faire à l'extérieur ou à l'intérieur aussi. Mais si vous voulez simuler les phases de la lune, dans le fond, votre tête peut être la Terre et votre balle devient la lune. Et là, vous pouvez la mettre sur un bâton. Et en ayant une source de lumière, vous pouvez faire tourner la lune autour de la Terre, donc ma balle autour de ma tête, et voir les phases qui vont changer sur la lune. Donc, vos yeux vont vraiment voir les phases. Là, ça ne marche pas parce que je n'ai pas juste une source de lumière, j'ai mes lumières au plafond ici. Mais en ayant une source ou le soleil là, ou une source précise à l'intérieur, vous pourriez simuler les phases de la lune comme ça et ça fonctionne très bien. Encore une fois, vous pourriez tester premièrement vous avec différentes balles. Moi, je trouve que les petites balles en styromousse, j'aime moins utiliser le styromousse pour l'environnement, mais au moins, essayer de réutiliser beaucoup plusieurs fois à ce moment-là. C'est un matériel qui fonctionne très bien pour ça. Et comme ici, dans le fond, là, le dessin des phases de la Lune, mais dans le fond, avec le Soleil, la Terre, on a mis la Lune à différents endroits sur son orbite. On voit qu'il y a la moitié de la Lune qui est toujours éclairée, mais tout dépendant de elle est où sur son orbite, mais on va voir plus ou moins de la partie éclairée. Donc, un croissant ici, le quartier, la Lune gibbeuse, quand c'est entre quartier et pleine. Ensuite, la pleine Lune. La Lune gibbeuse de l'autre côté, là, il faut s'imaginer sur la Terre, regardez ici, on verrait le côté gauche de la Lune qui est éclairée,
dernier quartier, dernier croissant. Et la nouvelle lune, dans le fond, on ne la voit pas, c'est en plein jour parce qu'on fait face au soleil quand on veut la regarder. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un ciel bleu. Des explications très rapides des phases de la lune. Les phases de la lune sont un concept qui est, en théorie, vu à l'école primaire, mais que ce n'est pas si évident de le visualiser et bien les comprendre. Donc, l'activité de vraiment le simuler comme ça autour de nous, là, ça peut être intéressant pour vous. Si vous voulez mieux vous le comprendre, l'approprier, puis avec les jeunes, ça peut être agréable de le faire. Ça leur permet de bouger un petit peu aussi. Maintenant, si on parle du ciel le soir, bien, je vous ai montré quelques constellations et étoiles. C'est intéressant, mais encore une fois, la Lune va être votre meilleure amie parce que vous soyez en ville ou en campagne, la Lune est facilement visible dans le ciel. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à trop apprendre le ciel à ce moment-là. Premier croissant ou premier quartier ou la première lune gibbeuse, dans le fond, vont être visibles en soirée. Et à ce moment-là, si vous avez accès à des jumelles ou un télescope, c'est très, très beau les observer. Attendez pas que ce soit la pleine lune pour observer la lune parce que c'est trop brillant et il n'y a pas de contraste, on ne voit pas bien les cratères. C'est beaucoup mieux quand c'est un premier croissant ou le quartier. Et évidemment, vous pouvez faire des discussions, des activités sur la lune à ce moment-là. Donc, si vous planifiez votre été, par exemple les camps d'été, puis vous savez que la lune va être visible pendant une semaine précise, bien, pourquoi pas planifier des activités sur la lune que vous avez, même si vous n'avez pas accès à des télescopes, mais même les jumelles, c'est beau. Mais même sans ça, vous ne pourriez la voir à l'œil nu. Puis à ce moment-là, vous pouvez faire une discussion sur la Lune, peut-être une activité à côté aussi. Donc, ça peut être une belle occasion de penser à intégrer l'astronomie dans vos activités quand la Lune est visible en soirée. Il y a aussi le soir de pleine Lune. Bien, évidemment, la pleine Lune, elle est super brillante dans le ciel. Elle va se lever au coucher du soleil. Là, c'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, c'est assez tard. Hein? Le soleil se couche très tard. Et à ce moment-là, l'observation à l'œil nu, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais encore une fois, ça pourrait être une belle occasion. On fait un thème lune le soir de pleine lune, on regarde la lune se lever, puis on fait des activités, des discussions sur la lune ou une activité durant la journée et on l'observe le soir. Même juste observer la pleine lune qui se lève, c'est super beau. Souvent, elle paraît énorme à l'horizon alors qu'elle ne l'est pas. D'ailleurs, ça, c'est l'illusion de la lune. On a toujours l'impression qu'elle est grosse à l'horizon. Mais voici un truc. La prochaine fois que la lune vous en semblez énorme à l'horizon, allongez votre main devant vous et l'ongle de votre petit doigt va toujours couvrir la lune. Même quand les gens, moi, des fois, les gens disent « Elle était grosse comme ça à l'horizon », mais dans le fond, essayez le truc, là, l'ongle de votre petit doigt allongé, votre bras allongé va toujours couvrir la lune. Donc, c'est intéressant de le faire et d'en parler, là, justement, avec le groupe. Je peux imaginer là, tous les jeunes dehors faire ça. On a l'air un petit peu fou à l'extérieur, faire ça en pointant à la lune, mais c'est intéressant de réaliser qu'il y a vraiment une illusion. On a l'impression qu'elle est beaucoup plus grosse qu'elle l'est vraiment. Oui, bien, si on parle de ciel de soir, l'été, évidemment, les étoiles filantes, c'est un beau moment hein, pour observer le ciel. C'est un peu incontournable en été avec la pluie des Perséides. Ce que je veux mentionner, c'est que justement, encore une fois, si vous avez un groupe avec vous le soir, il n'y a aucun instrument qui est nécessaire. Hein. Vous n'avez pas besoin de télescope là, pour observer les étoiles filantes. En fait, on ne veut pas observer au télescope parce qu'on veut voir une plus grande partie du ciel possible. Donc, aucun instrument nécessaire. On veut s'allonger de façon à voir la plus grande partie du ciel possible. Et le truc, en fait, ça serait d'observer loin des lumières. Si vous pouvez, si vous avez des lampadaires autour, bien, mettez-vous dos aux lampadaires. Essayez que vos yeux s'adaptent le plus possible à la noirceur et vous allez voir à ce moment-là les étoiles filantes les moins brillantes. Mais si vous avez une soirée que vous voulez faire une activité d'astronomie durant l'été, les Perséides, c'est probablement le meilleur moment. Mais pourquoi il y a des moments de l'année, puis je vous montre la date dans une minute, pourquoi il y a des moments de l'année où il y a plus d'étoiles filantes? Bien, dans le fond, une étoile filante, c'est un petit brin de poussière qui rentre dans notre atmosphère, puis on voit le phénomène lumineux, là, ça chauffe et c'est ça qu'on voit. Mais à certains moments de l'année, la Terre va rencontrer des régions poussiéreuses sur son orbite autour du Soleil et ça vient des comètes. Donc là, je vous explique le dessin rapidement. Ça, c'est l'orbite de la Terre. Ce n'est absolument pas à l'échelle. Donc, la Terre tourne sur son orbite et quand on arrive vers le 12 août, on rentre toujours dans une région un peu plus poussiéreuse que d'habitude. Et toutes ces petites poussières-là vont rentrer dans notre atmosphère, justement réchauffer, créer un phénomène lumineux. C'est ce qu'on appelle un météore ou une étoile filante. Et c'est à ce moment-là, dans le fond, n'importe quelle nuit de l'année, on pourrait en voir des étoiles filantes. Mais il y a des moments où il y en a beaucoup plus, des pluies d'étoiles filantes. Et bien, pourquoi il y a une région plus poussiéreuse ici? C'est parce qu'il y a une comète qui est passée, pas nécessairement à la même journée, là, ça peut être il y a très, très longtemps, mais la comète, sur son orbite, qu'on voit ici, a laissé plein de poussière en arrière et ça a fait que, justement, la Terre fonce dans ces poussières-là et ça fait une belle pluie d'étoiles filantes.
Quand je disais que ce n'était pas à l'échelle, là, vraiment pas, on ne voudrait pas avoir des points gros comme ça frapper la Terre toujours. Une étoile filante typique, c'est de la grosseur d'un grain de sable, là. Donc, c'est assez impressionnant quand même, mais ça fait un beau spectacle. Et ça, c'est super facile parce que justement, tout le monde apprécie ça. On peut parler en même temps, puis là, tout le monde s'exclame quand on voit une étoile filante, c'est toujours agréable. Et il y a plusieurs pluies d'étoiles filantes dans l'année, mais justement, la plus connue, c'est la pluie des Perséides, qui est environ le 12 août, malgré que ça peut être c'est quand même quelques nuits là, autour. Là, entre le 10 et le 14, en général, on en voit plusieurs. Et c'est une des meilleures dans l'année parce qu'on peut voir, là, le chiffre, c'est environ, là, mais environ une étoile filante à la minute en moyenne. Il y en a une autre pluie d'étoiles filantes au mois de décembre qui est aussi bonne, environ les Géminides. Mais un 14 décembre, ça nous tente moins d'aller passer plusieurs heures installés dehors à regarder le ciel. Il faut vraiment s'habiller beaucoup, alors que le 12 août, souvent, c'est des belles soirées d'été, pas trop froides, et que le soleil se couche plus tôt aussi rendu au mois d'août. Donc, on n'a pas besoin d'attendre à 10 heures, là, à 22 heures, avant d'avoir un ciel noir. Donc, encore une fois, moi, je trouve que les étoiles filantes, si vous êtes capable de faire d'observations avec des groupes, c'est peut-être, il y a la Lune qui est facile aussi, puis la pluie d'étoiles filantes, mais c'est toujours un très beau moment aussi. Ah, puis je tiens à mentionner aussi que les changements de saison, hein, les équinoxes, le solstice d'été qui s'en vient le 20, 21 ou le 21 juin, ben, c'est des bons moments pour parler, entre autres, du soleil et de ses impacts. Je peux imaginer les camps d'été, tous ceux qui font un peu d'interprétation en nature aussi, là, les guides, les scouts, ça pourrait être intéressant d'utiliser les solstices ou les équinoxes là, rendus en septembre pour parler d'astronomie. Donc, quelques idées rapidement, ben, justement, parler, c'est les mouvements en Terre, la Terre autour du Soleil, mais pourquoi pas en parler du Soleil, l'énergie du Soleil qu'on reçoit, les impacts sur la faune et la flore, mais en même temps, on peut amener de l'astronomie avec ça aussi. Mesurer notre ombre à différents moments de la journée, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe, comment le Soleil se déplace dans le ciel ou durant l'année. Ça va être un défi, il faut que ce soit des groupes que vous voyez souvent, mais à ce moment-là, on peut tout ramener ça au mouvement de la Terre aussi qui se déplace autour du Soleil. On peut évidemment, là, je n'irai pas dans les raisons des saisons parce que je n'ai pas le temps de tout couvrir, mais on pourrait l'expliquer avec l'inclinaison de la Terre, les raisons pour les saisons. Et si possible, si vous êtes capable, vous pourriez même faire de l'observation sécuritaire du Soleil. Si vous avez un télescope, évidemment, il faut un filtre spécial là, pour observer le Soleil, donc il faut faire attention avec ça. Mais si vous avez des lunettes à éclipse, hein, chaque fois qu'on a des éclipses, il y a beaucoup de lunettes à éclipse qui sont distribuées. Si vous en avez encore, ben, sachez que n'importe quel jour de l'année, vous pouvez les utiliser quand c'est ensoleillé pour observer le soleil. Et on s'est rendu compte, nous, en le faisant, des fois, que les jeunes sont fascinés de pouvoir observer le soleil, même quand c'est un cercle complet, là, quand ce n'est pas une éclipse, parce qu'on ne prend pas souvent le temps de l'observer comme ça. Donc, des lunettes à éclipse, ça se garde longtemps. Là, si vous les en avez qui ne sont pas... Évidemment, il faut s'assurer que ce n'est pas égratigné, mais même si vous en avez juste une paire, de les tenir et que les jeunes viennent voir au travers, bien, ça peut être une activité intéressante d'observer le soleil comme ça. Et ça se commande aussi. En fait, il y a des magasins spécialisés. Commandez pas ça n'importe où, par contre, parce que je sais qu'il y a déjà eu des fausses lunettes à éclipse. Donc, quand même, il y a un aspect sécurité. Souvent, de la façon que je le dis, c'est un peu comme l'utilisation des ciseaux. Tu sais, ça peut être dangereux, des ciseaux, mais on apprend quand même aux jeunes à les utiliser de façon sécuritaire. Ben, c'est un peu le même principe. Oui, il y a des dangers à observer le ciel, mais il faut un gros bon sens qu'on n'observe pas le soleil directement. On s'assure d'avoir des bons outils. Et à ce moment-là, ça peut être fait de façon très sécuritaire, sans trop de problèmes. Alors, si vous avez des questions là-dessus, exactement, vous pourriez en commander, n'hésitez pas à m'écrire. Entre des éclips, en général, les magasins de sciences en ont. Quand il y a tout le temps un rush avant une éclipse, tout se fait commander, mais il y a des endroits là, où on peut en avoir à tout moment. Bon, alors j'arrive à mon deuxième thème. Oh, le temps passe vite quand même. Mais il y a plein d'activités astronomiques qu'on peut faire en bougeant. Et là, en plus, quand on n'est pas en mode scolaire, quand on est à l'extérieur, camp d'été ou peu importe, on veut que les jeunes bougent, on a accès à des grands espaces, bien, il y a quand même plusieurs belles choses qu'on peut faire. Moi, une chose que j'aime, qui est extrêmement simple, mais qui fonctionne bien, c'est simplement que les jeunes miment les mouvements de la Terre et ou de la Lune. Et si vous êtes courageux, faites le système solaire au complet, avec un élève au centre qui fait le soleil, et là, les autres vont se déplacer à différentes vitesses. Mais ça les fait bouger, ça les fait apprendre. Ils peuvent soit utiliser leur corps eux-mêmes là, pour être les objets, comme la Terre ou la Lune, ou utiliser des ballons. Et là, je vous ai mis 2 liens vers des activités. Le mouvement de la Terre, c'est tout simplement, ça, c'est la base, mais je trouve qui est
qui est quand même très efficace. On a une personne qui est le Soleil, on a une autre qui est la Terre. Et juste en tournant sur elle-même la Terre, bien, on peut penser, OK, dans le fond, quand je fais face au Soleil, bien, c'est le jour, ça va être, disons, midi. Quand je suis dos au Soleil, ça va être le milieu de la nuit, minuit. Et là, vous pourriez les faire quelques tours comme ça. Et là, on amène, bien, essayez de mimer quand c'est, la personne peut tourner sur elle-même, quand c'est, disons, lever du soleil, coucher du soleil. Donc là, il faut penser comment on se place. Quand c'est 2 heures de l'après-midi, oups, ça, il faut y penser un peu plus. Fait que ça, juste la personne en tournant sur elle-même, en voyant, en s'imaginant face au soleil qui est midi, dos au soleil qui est minuit, on peut essayer de trouver les autres moments de la journée. Vous pourriez ajouter une personne qui fait la Lune autour de la Terre, et là, la Terre qui se déplace autour du soleil. Ça peut faire quand même en petite équipe des mouvements intéressants. Vous pourriez utiliser des ballons pour faire les objets. Comme ici, l'image, en fait, c'est pour simuler une éclipse. Le ballon que la petite fille tient, c'est un ballon que j'aime beaucoup qui s'appelle le Earth Ball. Si vous faites une recherche sur Internet, ça s'appelle vraiment le ballon de terre, dans le fond, de Earth Ball. Je pense que j'ai un trou, il rapetisse, il se dégonfle un petit peu. Mais justement, comme c'est un ballon gonflable, c'est intéressant, c'est facile à trimballer. C'est des très beaux ballons, là. On voit justement les nuages. Il y a même des villes qui vont briller dans le noir. Et ça peut être intéressant, au lieu d'avoir un globe terrestre qui est quand même encombrant, avoir quelques ballons de terre comme ça. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant. Donc, on peut le commander en ligne dans les magasins de sciences aussi. Souvent, ils en ont. Et on peut aussi simuler des éclipses. Là, ici, l'image, c'est une simulation d'éclipse Lune-Terre, mais juste faire le modèle Lune-Terre, c'est intéressant. Et il y a des modèles d'éclipses à l'échelle que moi, j'aime beaucoup. En cliquant sur le lien, vous allez avoir les instructions pour le faire. Donc, ça, c'est un kit qu'on peut acheter là, parce qu'il se plie en 3, mais en gros, c'est comme une règle d'1 mètre avec une petite lune, une petite terre, mais c'est dur à mettre dans ma caméra, mais la lune est quand même pas mal plus petite que la Terre. Et ça, c'est le modèle Terre-Lune à l'échelle. Et essayer d'enligner avec le soleil pour créer une éclipse de lune ou de soleil, c'est quand même un défi parce qu'il faut que l'alignement soit parfait. Donc, c'est des belles activités simples qui ne coûtent pas cher. Là. Si vous avez des règles d'1 mètre et des petites balles de styromousse avec des trombones, là, ça se fait quand même assez bien. Ça va être intéressant pour les jeunes d'essayer de simuler des éclipses et d'apprendre plus sur les éclipses à ce moment-là. Donc, bref, dans les liens qui sont là, vous aurez des idées de faire les activités directement. Une autre que j'aime beaucoup pour bouger, c'est de faire le système solaire à l'échelle dans votre quartier ou autour d'où vous êtes, ou sur le terrain de jeu ou peu importe. Et on a un outil sur notre site web où en fait, je vais vous amener là directement. Ici, vous pouvez choisir la grosseur que vous voulez pour le soleil. Donc, soit vous entrez la grosseur directement que vous voulez, ou bien vous vous dites, tiens, je vais prendre les gros ballons d'exercice. Ça va être mon soleil, donc 800 mm. Et ensuite, vous avez la grosseur de chacune des planètes et à la distance du Soleil. Donc, ça, le rayon orbital moyen, en fait, c'est la distance du Soleil en kilomètres. Donc, on voit que les premières planètes sont assez proches, mais à la fin, là, dans ce cas-ci, pour aller jusqu'à Neptune, il faudrait marcher 2,6 kilomètres. Là, je vous le fais très rapidement, là, mais vous pourriez vous amuser à essayer de faire le système comme ça. En fait, ce qu'on a fait ici, c'est que vous pouvez même le faire. En fait, je vais revenir en arrière. Vous pouvez le faire afficher dans votre quartier. Une fois, je n'ai pas pris le temps de zoomer à l'endroit où j'étais, mais vous pourriez faire afficher dans votre quartier, si vous voulez, les distances. Mais là, ce qui est plus agréable, c'est de les marcher. Et on a fait faire cette activité-là avec plusieurs classes cet hiver. Donc, vous voyez les images à droite, les jeunes qui ont marché. Mais là, même Mercure était tellement petite qu'il y a une classe qui a perdu 2 fois Mercure dans la neige parce qu'elle était trop petite. Ils l'ont mis là, puis c'est une petite graine, genre un grain de poivre. Puis là, ils ont continué pour les autres planètes. Fait que c'est vraiment intéressant comme activité. Ça leur permet de bouger, de réaliser à quel point le système solaire, c'est vide. Hein. En gros, les distances entre les planètes, c'est immense. Hein. Puis ça va être intéressant de les faire bouger tout en apprenant sur ça. Donc, une autre idée que je vous lance qui est sur notre site web. Et je vais terminer avec la section sur le bricoler, dans le fond, construire des choses. J'en ai quelques-unes à vous montrer. Encore une fois, c'est souvent des petits modèles, des petits systèmes, pas à l'échelle toujours, là, mais des petits modèles. Un bricolage tout simple ici. Lune, Terre, Soleil avec des attaches parisiennes, donc tout tourne. Et là, vous pouvez vraiment le faire créer. En fait, la feuille, encore une fois, c'est dans notre ressource. Ça, c'est un guide qu'on a créé il y a quelques années. C'était pour vraiment des guides d'activité pour les groupes parascolaires.
dans notre section ressources, vous avez la feuille, donc juste le découper, l'assembler, ça va déjà tenir occupé. Puis après ça, vous allez pouvoir avoir une belle discussion. Qu'est-ce qui tourne autour de quoi et comment ça prend de temps? Donc, la Lune qui tourne autour de la Terre qui tourne sur elle-même, la Terre qui tourne autour du Soleil, ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant de les faire travailler sur c'est quoi une journée, c'est quoi un mois environ, c'est quoi une année. Un petit bricolage simple qu'on a sur notre site web que vous pouvez télécharger. Une autre activité dans le même guide, c'était à ce moment-là modéler juste de la Terre à la Lune à l'échelle. Donc, l'image ici, on utilisait un globe terrestre standard avec la Lune qui se retrouve finalement au l'autre bout de la classe ou de la salle, parce qu'il fallait que ce soit environ 9 mètres, si je me souviens bien. Et moi, ce que j'aime bien dans cette activité-là, c'est qu'on avait fait placer, par exemple, la Station spatiale internationale, elle est où? Les satellites GPS sont où? Des satellites que les jeunes ont peut-être déjà entendu parler, savoir c'est où exactement. On se rend compte que la Station spatiale internationale, elle est collée sur la Terre par rapport à la Lune, elle est vraiment collée sur la Terre. Et dans ce cas-ci, on faisait même un peu considérer à l'échelle d'un globe terrestre, c'est quoi la quantité d'eau qu'on a sur Terre et la quantité d'eau accessible, d'eau douce accessible, c'est vraiment une mini-quantité. Donc, c'est assez impressionnant à faire. Ou l'épaisseur de l'atmosphère aussi. Donc, encore une fois, là, les groupes où vous êtes beaucoup dans la nature avec les jeunes, mais c'est une belle façon d'amener la perspective astronomique de notre planète, de faire réaliser à quel point c'est une petite planète, même si elle est énorme à notre échelle, que les ressources sont très limitées aussi. Donc, c'est une activité que j'aime beaucoup. Et une dernière que j'ai découvert récemment et que ça m'a... j'ai vraiment été impressionnée. C'est un gars que je connais, dans le fond, à Montréal, qui fait le groupe Plateau Astro. En fait, c'est lui qui fait des activités astronomiques. Et il avait développé une activité bricolage Terre-Lune. Donc, encore une fois, avec des boules de styromousse, il faisait la Terre et la Lune à l'échelle. Dans les instructions, vous aurez les grandeurs exactes. Et la partie la plus impressionnante, c'est qu'il a créé une application pour faire la réalité augmentée pour le Soleil. Donc, ça, c'est à travers... ça marche juste sur les appareils Apple, malheureusement, l'iPhone ou iPad. Mais une fois que tu as ton modèle Terre-Lune, ça fait apparaître à travers la caméra de ton appareil le soleil à l'échelle. Et c'est assez... Moi, ça m'a vraiment... Là, ça fait plaisir de faire la publicité parce que j'ai trouvé ça tellement impressionnant. Regardez ça, c'est son vrai modèle, Terre-Lune, avec ses balles. Donc ça, c'est la vraie image. Et le soleil est ajouté à travers la caméra pour montrer la grandeur que le Soleil aurait à côté de la Terre et de la Lune. Mais quelle belle utilisation de la technologie pour rendre ça intéressant pour les jeunes aussi. Là, imaginez, ils voient ça. Je l'ai essayé dans ma courbe, ça m'a vraiment fasciné de voir le Soleil apparaître. Donc, si vous voulez les vraies grandeurs, vous aurez le lien sur les instructions. Et je lui fais une belle publicité parce que je trouve qu'il mérite, il fait vraiment un travail extraordinaire. Plateau Astro, il y a des activités en ligne. C'est à Montréal, lui, il est basé là, mais il fait des activités en ligne aussi si vous voulez l'encourager. Alors, je ne sais pas vous, moi, je n'avais jamais vu ça, comme ça, la réalité augmentée, et je réalise tout le potentiel que ça peut avoir pour comprendre les grandeurs en astronomie. Et là, juste pour terminer, dans le fond, j'ai quelques activités en rafale rapidement. Donc, vous aurez des liens si vous voulez d'autres idées d'activités. J'aime beaucoup tout ce qui est modèle à l'échelle. Le système solaire de poche, c'est qu'on fait le système solaire à l'échelle sur une bande de papier. C'est sûr qu'on met toutes les planètes comme en ordre, une à côté de l'autre, mais de réaliser les distances, encore une fois, c'est très, très impressionnant. Une activité simple, là, le lien, là, vous irez voir. Les planètes en pâte à modeler. Ça, on part avec 3 livres de pâte à modeler, puis là, on la sépare en 10 morceaux. Puis là, il y a 6 morceaux qui vont faire Jupiter, puis 3 à Saturne, puis si je me souviens bien, après ça, on prend celui qui reste, on leur divise pour faire les autres planètes, et ainsi de suite. Puis à la fin, on se rend compte que la Terre, c'est une petite grenaille à côté de Jupiter et de Saturne, par exemple. Donc, c'est assez impressionnant. Il faut beaucoup de pâte à modeler, je l'admets, mais c'est vraiment intéressant de le faire. Là, tous les âges, ici, c'est avec des enseignants qu'on l'avait fait faire, et tous les âges sont impressionnés du résultat final. D'autres activités. On a une activité, c'est avec des cartes du système solaire. Puis sont belles, les cartes. Donc, ça peut être une belle activité à l'intérieur, une journée de pluie ou ça peut être à l'intérieur pour les faire regarder les cartes. C'est de classifier le système solaire, mais en même temps, juste de découvrir les nouveaux objets du système solaire, c'est intéressant aussi. Puis une que j'aime, qui est quand même sympathique, c'est avec des petites guimauves et des spaghettis pour faire des constellations en 3 dimensions. Donc, par exemple, on fait Cassiopée en 3 dimensions. Donc, vu de dessus, on voit bien les 5 étoiles qui forment le W, mais en réalité, ces étoiles-là sont à différentes distances de nous.
Donc, on voit là, lesquels sont les plus proches et les plus loin en le faisant en 3D. Donc, c'est tout simplement des idées là, que j'avais, que je voulais vous partager. Et si vous avez des questions après tout ça, là, je viens de parler finalement pendant 1 heure. Vous avez des questions, mais n'hésitez pas à nous contacter. Vous écrivez à l'adresse qu'il y a ici, info@découvertedelunivers.ca. Ça va me rejoindre. Donc, j'arrête ici. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à me faire signe dans le chat. Je vais aller voir. Oui, j'avais une question de Michel là, qui me demandait, disons qu'il planifie son été sur un calendrier, avec un calendrier, comment il pourrait planifier les activités d'astronomie. Moi, je pense que les meilleures façons, Michel, ça serait vraiment, moi, ce que j'aime durant l'été, là, ça serait vraiment au début de l'été, si vous pouvez, le solstice d'été, ça vient bientôt, c'est être capable de faire ça. Tout dépendant, encore une fois, si vous avez des jeunes là, que vous voyez souvent ou non durant l'été, mais même si c'est un groupe, même si c'est des... je ne sais pas, moi, un camp d'été, vous n'avez pas les mêmes jeunes tout au long de l'été, là. Mais le solstice d'été, je trouve que c'est une belle célébration de l'été, mais d'astronomie aussi. Ensuite, durant l'été, j'essaierai de voir avec la Lune, quand la Lune est visible en soirée ou de jour, essayer de faire quelques activités tout au cours de l'été. Puis, vers la fin de l'été, ben là, le mi-août, si vous pouvez, s'il y a encore là, des activités à ce moment-là, ça serait les Perséides, l'observation des Perséides. Là, je trouve que c'est une belle opportunité. Donc, ça, c'est vraiment basé sur ce qui se passe dans le calendrier, là, justement, comme votre question. C'est sûr qu'à ce moment ailleurs, par contre, autour de ça, il y a plein d'opportunités que vous pouvez saisir là, pour faire des activités astronomiques. J'ai oublié de le mentionner tantôt parce qu'on ne les voyait pas. Là. Cet été, on n'a pas vraiment de planètes visibles parce que quand les planètes sont visibles, ça aide beaucoup parce qu'elles sont belles à l'œil, elles sont brillantes à l'œil. Elles vont être visibles cet automne. Donc là, l'automne prochain, on va avoir des Jupiter et Saturne visibles en soirée. Mais cet été, on n'en a pas beaucoup, malheureusement. Là. Et puis là, ben, il pourrait y avoir aussi l'équinoxe en septembre, peut-être une autre activité rendue là. Mais je pense que moi, ça serait ma suggestion là, pour l'été. Puis j'ai essayé un peu de tout guider ça dans ma présentation. J'espère que ça vous aide. Merci beaucoup, Guylaine, pour le beau commentaire. Ben, tant mieux si ça vous aide. Puis, est-ce que ça a bien fonctionné pour accéder aux documents? Là? Je ne sais pas, est-ce que ça a bien fonctionné pour accéder aux liens, là, le Google Slides? Hein? Parce que je vois que vous avez des belles... Vous êtes un petit groupe en ligne là, présentement, mais je vois les quelques commentaires. Il y en a plusieurs qui viennent juste à moi, là, donc c'est moi qui les vois. J'espère que ça a bien fonctionné. Je vais vous remettre le lien. Parce que je l'ai encore ici. Voilà, j'espère que tout fonctionne pour vous si vous cliquez sur ce lien-là. Je vais l'envoyer de toute façon avec l'enregistrement, assurer que ça fonctionne, mais vous pourrez avoir accès, parce qu'il y avait beaucoup de contenu dans le PowerPoint, vous pouvez cliquer sur les liens pour avoir les autres activités. Bon, bien excellent, ça semble fonctionner, là, au moins pour certains d'entre vous. Bien, merci beaucoup d'être venus. Je vais arrêter l'enregistrement ici, mais ceux qui sont en ligne, là, si vous avez d'autres questions, ça me fait plaisir. Si vous avez écouté les enregistrements jusqu'à la fin, bien, merci d'être resté jusque-là. À la prochaine.